Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Quels outils pour l'IA, quels outils IA pardon pour optimiser l'enseignement des langues dans l'enseignement supérieur. On a bien compris que c'est un sujet, s'il y a bien un domaine où l'IA peut apporter un plus, c'est bien dans l'apprentissage des langues. Naturellement, on voit bien comment ça peut s'ajouter aux enseignements classiques. Mais pas n'importe comment, évidemment, on le verra, il ne suffit pas d'un ordinateur. Avec une langue et d'une application pour parler fluently. Si vous voyez ce que je veux dire, if you see what I mean. Les enseignants demeurent au cœur des processus et des dispositifs d'apprentissage. Nos intervenants le rappelleront, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'IA, et surtout, il n'y a pas de magie. On le verra là aussi. Et l'IA est un bel outil qui permet d'augmenter ces enseignants pour renforcer les acquis. Nous allons donc explorer les nouvelles voies qui s'ouvrent aux universités, aux écoles pour renforcer l'expérience étudiante en matière d'apprentissage des langues, sachant, comme je le dis à chaque fois que je fais quelque chose sur l'IA, ce qu'on dit aujourd'hui, on pourrait dire peut-être quelque chose d'autre dans 15 jours, en 3 semaines, dans 2 mois ou dans 6 mois. Alors dans 1 an, c'est sûr qu'on sera déjà des ringards, si je puis dire, quand on parle IA, parce que ça va tellement vite. Alors nos invités, Laurent Rouveyrol, maître de conférence de l'Université de Côte d'Azur et chargé de mission numérique au CLES. Bonjour, Laurent. Bonjour. Pardon, une petite précision, je suis professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit maître de conférence à l'université Côte d'Azur, mais c'est pas bien grave, c'est récent. Et alors, pourquoi va-t-on donner ces... Alors maintenant, je ne dirai plus rien, vous vous présenterez vous-même, parce que les notes ne sont pas à jour. Ce n'est pas bien. Désolé, Laurent, et je vous prie de m'excuser, et je sais combien le titre de professeur des universités est important, donc l'avoir négligé. Céline Joiron. Bonjour Céline. Bonjour. Donc, moi, les informations étaient justes. Donc, je suis maîtresse de conférence et présidente de transformation pédagogique à l'université de Picardie. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment il peut y avoir une confusion comme ça, j'en suis désolé. Nora Sanchez-Gonzalez, professeure associée responsable d'innovation pédagogique et du département d'espagnol. Où ça? Parfait, c'est parfait. Où ça, Nora? C'est à Paris School of Business. Voilà. Yvan Milauer. Alors, évidemment, quand on a répété, il m'avait dit comment ça se prononce. Milauer. Vice-président délégué au numérique, maître de conférence en langue et linguistique tchèque. C'est avec vous qu'on avait vu. Je me suis dit, est-ce que le tchèque est plus sensible ou plus ou moins sensible à l'IA? C'est ce qu'on s'était posé comme question. On m'avait dit, c'est pareil que pour les autres langues. De l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et j'ai présenté, reste Robin, avec qui on a organisé ce webinaire. Merci Robin Guéry d'avoir organisé ce webinaire avec nous. Vous êtes notre partenaire, qui est un vrai succès. Plus de 500 inscrits, on est à plus de 150 participants. Vous êtes le cofondateur de Flowchase, une application qui permet, alors je vais dire simple et puis vous développerez vous-même, une application qui permet, grâce à l'IA, d'améliorer son niveau de langue. Voilà. Alors justement, Robin, vous qui avez une vision un peu transversale parce que vous adressez des établissements de toute nature, avec votre service, j'aimerais que vous nous dressiez un petit portrait, un petit tableau de cette IA et puis des usages quand on parle de l'apprentissage des langues. Tout à fait, merci et merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Robin Guéry, donc je suis cofondateur de Flowchase, je suis ingénieur pédagogique et ça fait plus de 5 ans que je travaille en fait sur ce qu'on appelle en fait une IA pédagogique qui permet de travailler en fait la prononciation et les compétences orales en anglais. Et c'est en fait en travaillant avec des linguistes et des ingénieurs et des professeurs qu'on s'est vraiment attardé à ce domaine-là en fait de l'oral principalement. Et là, principalement pour l'ensemble des participants, je vais simplement un peu faire un tour de ce qui existe aujourd'hui et en fait des pistes, des opportunités en fait qui existent aujourd'hui avec certains outils. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il y a plus ou moins 3 grandes catégories qu'on voit aujourd'hui dans l'utilisation des IA. Il y a des IA évidemment comme les grands modèles de langage comme ChatGPT qui a eu vraiment sur lesquels on a beaucoup parlé récemment, évidemment, et toutes les alternatives. Mais il y a d'autres IA aussi qui sont dirigées soit sur la différenciation, en fait, sur l'apprentissage de certaines compétences, comme nous, mais aussi d'autres IA qui permettent aux professeurs de créer des séquences, créer des contenus adaptés à leurs besoins et aux besoins de leurs apprenants. Et donc, les 3 catégories, c'est principalement de nouvelles opportunités d'apprentissage pour les apprenants, c'est-à-dire de pouvoir les aider à vraiment avoir un feedback personnalisé sur ce qu'ils vont réaliser, sur leur production.
mais aussi de pouvoir potentiellement être plus créatif et collaboratif sur certaines tâches liées aux langues. Donc, comme par exemple ici, chez Flowchase, on a créé cette IA qui analyse la voix des apprenants, détecte les erreurs, leur donne du feedback correctif en fait sur certains aspects de prononciation qui sont les plus importants pour être compris. Donc, c'est vraiment un cas très concret. Mais il y a aussi deux autres catégories qui sont en fait la préparation des séquences de cours des professeurs. Il y a toute une série d'IA qui sont là aussi pour pouvoir aider à planifier des séances de cours, à adapter des textes et des contenus pédagogiques, du matériel vraiment en fonction des besoins des élèves et des étudiants. Et l'autre catégorie, c'est plutôt autour de l'évaluation, sans dire qu'on va évaluer, comme on avait déjà parlé tous ensemble, sans dire qu'on va évaluer rien qu'avec l'IA le niveau et certifier le niveau des élèves, pas du tout, mais de plutôt discuter comment en fait faciliter cette mise en place d'évaluation, qui soit formelle ou sommative, ou même de pouvoir aider les apprenants à travailler et préparer des évaluations plus concrètement. Donc voilà, c'est un peu ces trois pistes qui existent aujourd'hui au terme des IA. Et le deuxième élément que je voulais rajouter en fait dans cette introduction, c'est aussi comment le faire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de réactions aussi par rapport à ces IA, certaines peurs concrètes. Hein, quand on rencontre les professeurs, c'est la première chose qui arrive dans les discussions et dans les tables rondes. Il y a aussi beaucoup de choses parce que c'est très nouveau et qu'on a un peu du mal à savoir comment le prendre. Et donc, en général, comme des ingénieurs pédagogiques le feraient, je pense qu'il y a ces étapes à respecter, de identifier les problèmes. Évidemment, je ne vais pas apprendre grand-chose ici à tout le monde, mais c'est de reprendre en fait certaines étapes, de identifier, expérimenter, mesurer et puis itérer, valider en fonction de ce qui a été réellement utilisé par les professeurs. Et je pense que évidemment, le rôle et la responsabilité n'est pas uniquement sur les professeurs, mais elle est sur toute l'équipe qui peut les accompagner à passer ces étapes sur l'utilisation de ces outils. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais préciser. Question, Robin. Une oui. question, Robin. Est-ce que les établissements ils sont curieux des nouveaux outils? Est-ce que vous sentez une appétence pour ces nouveaux outils? Oui, en fait, tout à fait. Je dirais que pour tous les profils avec qui on est en contact, que ce soit des personnes qui sont dans l'innovation pédagogique ou même les professeurs de langue en direct, il y a beaucoup d'attrait sur la nouveauté de ce qui va vraiment marcher ou pas. Et du coup, il y a beaucoup de tests en fait qui se font par les professeurs. Donc la première chose que nous on fait, c'est un atelier. On explique comment on a créé l'outil, on essaie de comprendre leurs besoins. Mais évidemment, il y a toujours le fait de est-ce que ça marche? Je vais tester, je veux l'avoir en main. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui marche très bien. Et Vous donnerez des dates à la fin. Essentiel. Vous donnerez rendez-vous à la fin pour des petits ateliers pour celles et ceux qui souhaiteraient oui, avoir. Tout à fait. Je partagerai en fait une présentation qu'on a créée justement pour ce webinaire en français pour pouvoir donner un peu une idée de la réflexion et des fiches pratiques en fait pour les professeurs. Tout à fait. Great. Alors, ce ne sont pas des IA qui vous parlent, mais bien des gens réels. Hein, je vous le dis tout de suite. Ah, hein. ok. Non, c'est très important. Alors, l'IA, j'aimerais faire. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Céline? On va commencer par vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur les différentes catégories? L'évaluation, la préparation du cours, ça favorise la collaboration, ça favorise le feedback, ce que faisait l'enseignant, mais ça renforce toutes ces dimensions, ce que disait Robin. Oui, c'est tout à fait ce qu'on constate avec la plupart des enseignants qui font partie de la catégorie des curieux ou des pionniers sur soit l'incorporation de l'IA dans leur pratique, soit dans leur activité de préparation et de conception de leur séquence pédagogique. Et le point sur lequel je suis le plus d'accord, en tout cas, ou dans lequel je me retrouve le plus, c'est toutes ces séquences d'identification, expérimentation, vérifier, valider et itérer, puisque on est bien conscient dans un établissement, on n'embarque pas forcément tout le monde dans une logique dès le départ. En revanche, il est important que les enseignants puissent mesurer ce qu'on peut faire, pas faire, et l'essaimage auprès des collègues est un levier important pour faire évoluer les pratiques et intégrer ces nouveaux outils au quotidien. Laurent, même question pour vous. Ce qu'a dit Robin sur, il y a plein de choses qu'on abordera d'ailleurs hein, sur l'évaluation et la préparation, notamment le rôle du prof. Mais ces points-là, est-ce que vous y retrouvez?
Alors, tout à fait d'accord avec la présentation de Robin. Je suis aussi membre de la coordination nationale CLES. C'est plutôt à ce titre, en fait, que je suis présent sur ce webinaire. Vous pensez bien que l'intelligence artificielle pour l'évaluation, c'est un point très sensible à plusieurs égards. Donc, tout à fait d'accord avec ce que disait Robin. Quand il s'agit, par exemple, d'attribuer un certificat en langue qui certifie le niveau des étudiants et qui, par rapport au cadre européen de référence pour les langues, et que ce certificat est valable à vie, fatalement, il faut faire attention. Et là, on a quand même un problème pour l'évaluation. Alors, tout à fait d'accord sur l'utilité en amont de toutes ces formes d'intelligence artificielle pour la préparation des étudiants, pour la sensibilisation des enseignants, pour la préparation des sujets exactement aussi. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a des projets tout à fait possibles avec le deep learning notamment. Donc ça, c'est très, très intéressant pour harmoniser tout ça. Mais quand il s'agit d'évaluation, il est clair que le CLES, par exemple, ne va pas aller dans cette voie-là tout de suite, pour la bonne et simple raison qu'une chose importante à considérer, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas complètement comment ça marche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas totalement, il faut être honnête pour le dire, on ne sait pas totalement, on avance et on fait des progrès fulgurants, Gilbert, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait certain de savoir comment la machine prend ses décisions. Ce qui veut dire que pour une évaluation, on va dire certificative, ou disons un petit peu plus officielle, on est incapable de justifier pleinement la décision finale en ce qui concerne le fait d'avoir réussi ou échoué à Bien son sûr. examen, sa certification. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'à ce niveau, éventuellement, on peut avoir des aides d'évaluation pour les enseignants, mais il faut absolument que la décision finale soit prise par les enseignants. Et j'étais à une table ronde à Salamanque, à l'université de Salamanque au mois de juin, où bien sûr on parlait aussi d'intelligence artificielle. Certains prestataires du privé, ETS Global pour ne pas les nommer, disaient qu'ils avaient une certification 100% intelligence artificielle, etc., etc., et que c'était très bien, ça marchait très bien, il n'y avait pas de problème. Et le Oxford Test of English juste à côté disait, eh bien nous ne voulons pas d'intelligence artificielle pour l'évaluation des productions, parce qu'il peut y avoir des biais internes dont nous n'avons pas confiance et nous ne pouvons pas justifier des décisions avec justice et équité, qui sont deux concepts essentiels, fairness and justice, quand on parle d'évaluation. On rentre directement dans le sujet. Merci Laurent. Vous m'avez privé de ma chute parce que j'ai beaucoup désolé. Non, parce que vous m'avez dit l'évaluation, ça a besoin de justice et d'équité. Et c'est ce que vous venez de dire. Et ça, la machine, on sait pas trop. Allez, on continue avec Nora. Évidemment, que vous inspire cela et votre pratique au quotidien. Oui, effectivement, ben, je suis tout à fait d'accord avec Laurent parce que on s'est rendu compte en fait qu'en ce moment, ben, de toute façon, tout ce qui est créé par l'IA, c'est aussi derrière, c'est des hommes qui les créent. Donc il y a quand même des biais qui sont ils ont fait le choix de faire. Donc on doit se méfier en fait de cette partie. Et par exemple, nous, on pense que l'évaluation doit changer. En fait, on doit changer notre façon d'évaluer. Et bien sûr, l'évaluation formative est donc très, très importante. On doit mettre en place plus d'évaluation formative. Évidemment, on peut s'appuyer sur les outils d'intelligence artificielle, mais aussi l'évaluation à l'oral, en fait, plutôt en langue. Nous avons, par exemple, à Paris School of Business, nous travaillons sur des projets. Donc, les étudiants, ils doivent valider et ils doivent présenter leur projet à l'oral. Donc, c'est effectivement les enseignants avec les étudiants. On fait la grille d'évaluation, on établit les critères et à partir de ces critères qu'on a établis ensemble, qu'on évalue. Donc pour moi, c'est très important cette partie évaluative qui ne pas la laisser tout à fait aux intelligences artificielles. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, l'IA fonctionne bien pour l'anglais, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas pour les autres langues. Nora, mais en fait, quand on parle de IA, on pense que c'est que maintenant. Mais on est d'accord que l'IA existe depuis longtemps. Il y a les plateformes en ligne, tout ce qui est plateforme sur les applications Duolingo, Babel et les plateformes qui d'apprentissage des langues qui utilisent l'intelligence artificielle justement pour cibler donc les fautes d'orthographe, les erreurs grammaticaux et la prononciation pour certains.
Donc, ça existe depuis longtemps. C'est maintenant qu'on parle beaucoup de... Ouais, grâce à ChatGPT, quoi, depuis Pour la novembre. ChatGPT, mais l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Ah bah oui. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai animé pas mal de colloques et les spécialistes de l'intelligence artificielle me disent souvent on découvre rien. Nous, personnellement, ça fait déjà 20 ans qu'on est avec tous les outils d'intelligence artificielle et la vraie révolution, c'est l'usage grand public avec ChatGPT gratuit et maintenant payant. Alors, il y a une question, vous savez, que j'ai posée à Nora, mais que j'aurais pu poser à Ivan, parce que Ivan, on me demandait, mais finalement, ça marche aussi pour le tchèque, hein, l'IA, rassurez-nous. Ah oui, tout à fait, ça marche même très bien pour le tchèque. Mais effectivement, se poser la question sur l'apprentissage et l'enseignement des langues non européennes, les langues qui sont enseignées en LANSAD dans les grandes universités partout en France, et voir ce qu'on fait nous à l'INALCO. On a 104 langues du monde entier, des langues orientales, comme on les appelle chez nous, qui sont enseignées. Et effectivement, c'est un terrain absolument formidable pour tester l'intelligence artificielle sous d'autres langues que les grandes langues, que l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Donc, la qualité, ce qu'on peut observer, ce qu'on sait depuis très longtemps, puisque à l'INALCO, on travaille beaucoup sur le traitement automatique des langues. Il y a des langues qui sont peu dotées en ressources textuelles tout court. On a des langues africaines ou des langues autochtones où on a très peu de ressources. Donc, effectivement, ces langues représentent un défi pour tout le traitement automatique, dont l'intelligence artificielle. Mais les langues, disons, on a le top 5 à l'INALCO qui est le chinois, le japonais, l'arabe, le coréen et le russe, donc les grandes langues orientales, entre guillemets. L'IA marche très bien puisque les ressources textuelles sont disponibles sur Internet et disons, on va pouvoir rapidement se poser la question sur l'emploi des IA pour ces langues-là. Quand on parle des langues comme le tchèque, et je terminerai là-dessus cette petite remarque, c'est une langue qui ne paye pas une mine, il y a 10 millions de locuteurs, mais c'est une langue qui... je rappelle par exemple l'existence du Cercle linguistique de Prague, qui est une école linguistique structurale connue. Enfin, c'est une langue qui est très bien traitée et... Mais non, mais on ne doute pas de la pertinence du tchèque. Oui, Hein, bien sûr, bien d'accord. Hein, mais alors, je voulais enchaîner justement. Donc, oui, en gros, ce qu'on découvre, c'est que l'IA adresse toutes les langues, quelles qu'elles soient, même les plus rares. Parfois, vous parliez des langues africaines, peut-être pas avec tous les ressources aussi importantes que l'anglais, par exemple, qui est number one, si je puis dire. Mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose. Alors moi, ma question, Robin, vous l'avez dit, hein, au fond, ce qui est compte, c'est de former les enseignants. C'est ce qu'on comprend en creux dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On peut pas mettre une IA et puis dire voilà, débrouillez-vous. C'est les enseignants qui vont faire la médiation d'abord. Alors oui, en fait c'est tout un travail que doivent avoir aussi ces outils IA et c'est un peu, ça rejoint en fait la différence que vous avez sur la question de comment on explique ces IA, parce que il y a certaines IA comme ChatGPT, comme ces modèles de langage où en fait c'est plutôt l'utilisation pour l'apprentissage et la formation, c'est une utilisation en fait secondaire. Ça n'a pas été en fait une IA qui a été conçue dans cet objectif-là en priorité. Et donc évidemment sur la formation des enseignants, sur ce point-là, ben oui, il faut essayer de vulgariser, il faut essayer de former quelles séquences de cours, quelles compétences pourraient profiter en fait de ça. Une fiche pratique qu'on a par exemple, c'est dans la production écrite, où en fait les professeurs dans ce scénario, dans cette séquence, vont utiliser ChatGPT dans un second temps. Donc le premier temps, c'est refaire une expression écrite avec des objectifs précis, mais sans assistant, sans juste un crayon et une feuille, avec justement seulement les professeurs dans la classe pour les aider. Et puis dans un second temps, en fait, d'utiliser par exemple ChatGPT qui vient en fait donner du feedback correctif et de les aider en fait à trouver des pistes pour améliorer leur texte et de comprendre en fait vraiment qu'est-ce qui peut être vraiment amélioré. Mais je veux dire, là-dedans, oui, on peut former, en tout cas tenter avec les professeurs de trouver des bonnes pistes d'intégration de ces IA. Mais il y a aussi d'autres IA qui sont pédagogiques, je dirais, et qui ont été créées dans l'objectif de faire apprendre d'un objectif de formation. Oui, et là, évidemment, on peut l'expliquer dans une certaine manière comment ça fonctionne et qui est derrière ces outils-là.
Voilà. Oui, Ça, non mais c'est je important. vois, on peut se former tout seul. Il y a même des applis sur son téléphone. Hein, évidemment, on peut utiliser des outils, mais je sollicite nos experts, hein, Laurent, Céline, Nora, Ivan. Il faut absolument que les enseignants dans les universités et les écoles s'approprient ces outils. Ivan, je vous vois dire oui, Laurent, qui va reprendre? Absolument, Gilbert. Il faut que les enseignants s'approprient cet outil. Il faut apprendre à jouer avec, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est absolument essentiel. Et pour deux raisons. La première, c'est que ces outils sont là et bien là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus les ignorer, y compris dans une perspective de formation et d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Alors, vous disiez, il faut former les enseignants, mais dites-vous bien que les étudiants ont bien compris comment ça marchait, et très vite, et ils ont très vite intégrer les moyens de s'approprier ces choses-là. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire que si vous mettez des étudiants sur un projet à faire à la maison, par exemple, plusieurs jours à l'avance, j'ai une collègue polonaise en Europe me disait que sur une classe d'une quarantaine d'étudiants, il y avait simplement deux étudiants qui n'avaient pas eu recours à ChatGPT. Donc, quelque part, il faut savoir jouer avec. Et pareil, si vous donnez des traductions, alors c'est plurilingue, hein, bien sûr, si vous donnez des traductions en anglais, en français, mais aussi en polonais, en coréen, etc., à faire à la maison et que les étudiants connaissent DeepL, par exemple, eh bien, vous avez pas mal de chances de trouver beaucoup de traces de DeepL dans les devoirs maison que les étudiants vous rendent, etc. Donc, il y avait une question très intéressante tout à l'heure sur le chat sur l'idée de mettre en place une charte des bonnes pratiques, aussi bien pour les enseignants et les étudiants, pour l'enseignement supérieur. Et vous pensez bien que pour les certifications de type certification en langue d'enseignement supérieur, le CLES, ce sont des choses qu'il faut tout à fait prendre en compte, d'où l'intérêt de faire passer les étudiants pour les évaluations, non pas à distance, comme nous avons pu le faire pendant la période Covid, bien sûr, mais clairement dans des lieux sécurisés, on va dire, à l'université, avec une surveillance possible, intéressante, si on veut que les résultats de la certification soient valides et qu'il n'y ait pas de biais en termes de qui fait quoi. Et voilà, on ne tient pas à évaluer les machines, on On tient à revient sur évaluer la performance l'évaluation, des hein, étudiants. Laurent. On revient souvent sur l'évaluation, ça reste un point Oui. irritant. Je me trompe? Ben, pour les enseignants, c'est clairement un point. D'abord, je me préoccupe beaucoup d'évaluation, donc désolé de ramener la thématique sur ce point. Donc c'est comment dire, une marotte pour Un moi. Bon, c'est tropisme. comme ça. Mais pour la formation, par contre, il y avait une question là-dessus. Sur la formation, c'est absolument essentiel pour la mise en place des sujets aussi, les harmoniser, etc. Ce sont des outils de création, Robin l'a très bien dit, ce sont des outils de création à la fois de séquences de cours, d'examens harmonisés. J'ai quand même une collègue qui a travaillé sur une plateforme qui s'appelle DeepFleu. Vous pouvez prendre tous les textes en français de la création, vous le mettez dans la plateforme et le document vous dit si c'est un texte plutôt niveau B1, B2, C1, etc. Donc pour préparer des cours et des examens, En fait, vous nous c'est ma dites, collègue Laurent, Simona Ruggia, c'est formidable, vous nous dites, Laurent, en fait, que l'IA, et je passerai la parole à Céline si vous en êtes d'accord, bien c'est sûr. un gain de temps et d'efficacité. En fait, c'est ça que vous proposez, que l'IA propose aux enseignants. Ça peut être ça, tout à fait. Et aussi quelque chose qui permet d'harmoniser scientifiquement les contenus qu'on propose aussi bien pour les examens et la formation. Donc ça peut être un atout absolument magnifique. Le tout, c'est de jouer d'une certaine façon et pas d'une autre. Céline, vous avez compris, hein, si vous prenez pas la parole, Laurent s'en occupe. Hein. Oui, j'ai compris. Mais après, tout ce qu'il dit est très bien. Donc, Ah, il n'y a pas, c'est intelligent. Hein. il y Et a l'idée, pas de c'est qu'on raison de couper un argumentaire aussi. Bah, moi, ce que je voulais dire concernant la formation des enseignants, c'était pour insister un peu aussi sur l'idée de peut-être ne pas se limiter à expérimenter par l'usage, mais aussi essayer de comprendre les réalités des IA qui se trouvent derrière et ces fameuses différentes catégories d'IA qui reposent sur des techniques un peu différentes et de manière à être aussi assez alerte et conscient des possibilités qu'une IA peut offrir et de comprendre aussi les réponses d'une IA lorsqu'on lui soumet une demande, comme par exemple générer des exercices ou des petites activités qu'on peut mettre sur un CMS type Moodle à partir d'un contenu qu'on lui fournit et savoir où le rôle de l'enseignant va
va avoir le plus d'importance et où l'IA va lui apporter le plus de soulagement ou d'accélération dans des tâches qui peut-être il ne ferait pas lui-même nativement à la main, parce que bon, bah, on a tous pléthore de choses à faire et peut-être faire des petits exercices de renforcement pour compléter un cours, on va le faire de manière sporadique ou ciblée. Et là, effectivement, l'IA, c'est un formidable accélérateur, hein, mais on constate aussi avec les expérimentations que selon comment est conçue cette IA, bah, les exercices qu'on va nous proposer vont pas forcément se focaliser sur les bons items, ou on veut avoir aussi sa capacité à prolonger la proposition ou à l'améliorer, à l'enrichir, à la faire évoluer. Et c'est vrai qu'en comprenant comment l'IA derrière fonctionne, même si je n'ai pas vocation à former tout le monde à l'IA, sous prétexte que je suis informaticienne à l'origine. Pour autant, j'ai l'impression que oui, c'est même peut-être une éducation du citoyen en général et par effet de conséquence de nos étudiants, pour aussi avoir un usage sûr et critique avec ces IA et savoir ce qui est potentiel ou pas. Ouais. Nora, même question. Oui, merci Gilbert, merci. Ben, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laurent et par Céline. Tout à fait, nous vivons aujourd'hui dans un monde vical. S'adapter, c'est aussi se former. Et donc, il faut se former, parce que le risque de mal utiliser ou de mauvaise utilisation des IA est très important. Et savoir appliquer, c'est aller évidemment au-delà d'une compréhension globale des intelligences artificielles. Mais en France, on constate en fait qu'il n'y a pas beaucoup de formations pour les enseignants sur les IA. Il y a par exemple le journaliste Benoît Raphaël qui a lancé une formation, mais pour l'instant limitée en fait aux journalistes et aux cadres. Et en fait, on trouve la plupart des formations, c'est en anglais, et surtout celle lancée pour Entre-N et Microsoft, en fait. Mais dans son sens, en fait, par exemple, notre école, il a pris le problème justement de la formation et on propose un plan de formation aux enseignants qui inclut des formations pour le savoir utiliser notamment le ChatGPT, et dans le but en fait c'est de tirer le meilleur profit et ainsi les accompagner dans cette utilisation pour créer un guide pratique en fait, parce que comme le signalait Céline, il faut que les enseignants sachent s'en servir bien sûr, mais que les étudiants apprennent aussi, parce que l'utilisation, on dit ils utilisent, mais parfois c'est pas dans le à bon escient en fait. C'est ce que je disais. Il y avait quelqu'un qui faisait une remarque dans le chat. L'IA, ça permet aux étudiants de moins travailler ou de travailler plus vite. Donc, Ivan, même question pour vous sur la formation des enseignants. Évidemment, c'est important et je disais faire gagner du temps, faire gagner de l'efficacité dans les enseignements. Ça, vous êtes d'accord avec cette approche? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de la formation des enseignants, je pense qu'il y a deux choses. Il faut d'abord former les enseignants sur les usages de l'IA que peuvent en avoir les étudiants quand ils travaillent en autonomie et quand ils sont chez eux et ils utilisent tous ces outils-là de manière qui va dans le sens de l'apprentissage ou qui va contre ce, disons, si j'ai un texte à traduire et je le fais traduire par un outil, j'apprends pas vraiment. Donc, d'une part, former les enseignants sur tout ce qui est possible, ce qui n'est pas tout à fait évident, parce que je le vois dans notre établissement, le numérique en général, et même si on a les années Covid derrière nous, ça reste encore un sujet sensible, l'hybridation, l'enseignement à distance, le numérique en général. L'IA, on est tous un peu surpris d'un coup, c'est arrivé, donc ça vient vraiment sous la table. On rappelle, un ChatGPT, c'est novembre 2022, c'est dingue. Oui, c'est ça. L'impression. Ouais. Donc, d'une part, savoir ce que les étudiants peuvent faire pour favoriser leur apprentissage, mais aussi être au courant qu'il peut y avoir de la triche. Et d'autre part, former les enseignants pour se servir de l'IA pour leur propre pédagogie, pour la conception des ressources, pour l'élaboration des séquences et connaître les possibilités et les limites de l'IA, d'une part, dans les activités qu'ils peuvent proposer aux étudiants. Donc dans une approche guidée, on propose aux étudiants de travailler avec l'IA à la maison,
ou de se servir de l'IA pour se faciliter son propre travail. Et quand on parle de l'évaluation, on est tout à fait dans ce domaine-là, parce qu'on ferait évaluer les étudiants non pas par les enseignants, mais par une machine. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait reproché aux étudiants au début de ChatGPT, qu'ils allaient tricher, qu'ils allaient se simplifier le travail. Là, c'est un peu les enseignants qui cherchent à se simplifier la vie, À gagner du temps et en de efficacité. gagner du temps à faire les évaluations par les IA. Donc, Ouais. je pense qu'on va chercher le bon équilibre. On va chercher l'équilibre, on va chercher l'équilibre. Robin, est-ce que au fond, on peut parler, comme on parle dans les services, comme dans les nouveaux usages, d'expérience. L'expérience étudiante, c'est cette expérience qui évolue. C'est-à-dire qu'on voit bien que il y a du feedback, hein, c'est très important, très rapide. Il y a de la réaction, de la collaboration plus facile. C'est au fond ça qui est en jeu. Une grande partie, oui, parce qu'un des problèmes, c'est aussi la motivation des étudiants, et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui peut être interactif et adapté à leurs besoins. Souvent, quand des professeurs vont utiliser Flowchase, ils l'utilisent principalement pour de la différenciation, parce que devant eux, ils ont des niveaux très différents en fait auprès des étudiants. Et donc, oui, ça reste autour de l'expérience d'apprentissage qu'il y a un grand défi pour pouvoir vraiment donner au bon moment je dirais le bon contenu et en tout cas et potentiellement aussi les bonnes recommandations. C'est vraiment l'enjeu. Enfin, moi, en tant que concepteur d'éducation, de projets éducatifs et d'outils éducatifs, c'est le mot qui revient le plus souvent dans mon métier, c'est l'expérience. Après, pour créer une bonne expérience, il faut surtout mesurer en fait. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il y a peu de mesures qui sont en fait sur tous les outils qui sont utilisés parce que souvent les professeurs sont très isolés aussi dans ces usages. Et donc le fait de pouvoir collecter aussi comment les professeurs tentent de l'utiliser, ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché, quel est le retour des apprenants, c'est ce qui crée en fait après à terme une bonne expérience. Donc je veux dire, il ne faut pas négliger le fait de récolter des feedbacks et évidemment, je ne dis pas qu'il faut le collecter sur tous les étudiants, mais avoir un premier échantillon à chaque fois de quelques classes qui ont répondu honnêtement sur comment ils l'ont utilisé et est-ce qu'ils ont vraiment vu une plus-value. C'est vraiment essentiel dans n'importe quel usage d'outils numériques et des nouvelles IA. Nous, c'est ce qu'on fait. Du coup, on a des questions. On vient de la recherche aussi, donc c'est un peu notre dada d'essayer de mesurer. Vous suivez, ouais, c'est ça, vous tracez quoi. On a des petits questionnaires qui sont très rapides pour les apprenants qui se font souvent en fait en classe pendant 5 minutes, mais aussi on a des questionnaires pour les professeurs. Comme quand on achète quelque chose en ligne, hein, comment vous avez vécu votre achat? Et c'est important, c'est pas juste des questions de est-ce que vous êtes satisfait, c'est vraiment des questions autour de l'expérience pédagogique et d'enseignement que l'outil propose en fait. C'est important d'avoir, enfin je pense que les ingénieurs pédagogiques c'est clairement leur rôle, hein, évidemment, c'est pas nouveau, mais c'est important d'essayer de collecter en fait ces données parce que en fait c'est très rare d'avoir des données concrètes sur les usages des professeurs. Et donc c'est pas du flicage non plus, pas du tout. C'est plutôt de vraiment essayer de documenter ça pour vraiment plutôt avoir un partage auprès de la communauté de professeurs en fait. Et c'est ça qui est intéressant à investiguer. Laurent, vous n'hésitez pas, vous, à parler d'expérience d'apprentissage, vous aussi, quand vous évoquez l'IA et puis Absolument. Absolument. Et alors, c'est très, très intéressant aussi parce que on le voit dans le chat, les gens ont bien sûr essayé de travailler avec sur des choses comme les réflexes d'interaction verbale, par exemple, qui sont très, très difficiles à comment dire, à formaliser. On a plus d'un demi-siècle de recherche linguistique là-dessus aux États-Unis et en France. Donc, c'est assez compliqué. Et ça veut dire que quand on fait marcher la machine, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Il y a des choses qui vont être très, très artificielles. Ça reste une machine. Et pareil pour la traduction. Donc là, on a quand même, comment dire, un intérêt pédagogique majeur. C'est-à-dire que si vous travaillez sur, par exemple, l'interaction verbale, vous pouvez très, très bien donner des séquences produites par la machine aux étudiants en leur disant, tiens, regardez, il y a un truc qui marche pas là. D'après vous, c'est quoi, etc., etc. Donc, à partir de là, on identifie les problèmes et clairement, on est dans la formation. On voit où la machine s'arrête en termes d'efficacité et on voit, ça permet aussi aux étudiants bien sûr de cadrer ce qui doit être une bonne conduite d'interaction verbale, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais sur des choses qui sont très, très humaines et illogiques,
ça marche très bien. Il ne faut pas oublier que les informaticiens, à un moment donné, sont venus chercher les linguistes pour essayer de comprendre comment la black box marchait, en se disant, si on fait travailler la machine sur des choses aussi irrationnelles que le langage, on arrivera peut-être à pénétrer davantage les points justement non identifiés de prise de décision. Donc, il y a des moments où ça ne marche pas, et je pense qu'exploiter les points de non-contact avec la réalité, ça fait partie de la formation, et ça peut générer des stratégies à la fois de formation et d'apprentissage qui sont tout à fait fascinantes. C'est absolument fou les commentaires et les questions qui nous arrivent. Tout à fait. C'est du jamais vu dans les webinaires qu'on organisait ce matin. Robin, revenez quand vous voulez. Nora, l'expérience d'apprentissage, c'est aussi quelque chose. Alors, on parlait d'expérience étudiante dans sa vie associative, dans sa vie quotidienne, dans sa salle de cours. Là, qu'est-ce que ça apporte en plus quand on parle d'expérience d'apprentissage? Parce qu'il y a un plus, j'imagine, avec cette IA. Oui, en fait, je pense que l'expérience d'apprentissage et que les profs de langue utilisent depuis un bon moment, c'est par exemple tout ce qui est relatif à la grammaire, à la répétition, à la mémorisation, le vocabulaire. On utilise déjà des applications, par exemple Quizlet ou Learning Apps, qui sont des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour mettre un peu rendre ludique des choses qui sont un peu rébarbatives pour les étudiants. Donc ça améliore l'expérience d'apprentissage. Et d'un autre côté aussi, pour faciliter aussi la recherche d'informations. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait, et j'insiste, que le prof soit formé aussi pour qu'il accompagne l'étudiant dans cette recherche d'informations et la rédaction des prompts, par exemple. Donc, oui, effectivement, l'expérience d'apprentissage peut s'améliorer avec les intelligences artificielles et sur l'accompagnement du prof. Ouais, Céline, en fait, ce que je comprends en creux, c'est qu'on renforce l'engagement étudiant. C'est aussi ça l'expérience, c'est que il est plus investi et son temps peut-être de cerveau disponible est plus forte grâce à l'IA. Peut-être que s'il y avait que le prof en face, si brillant soit-il, parfois c'est compliqué de garder. Bah, tout à fait. Et ce qu'on peut voir aussi également avec l'aide des IA, c'est la possibilité aussi d'avoir vraiment une personnalisation du parcours pédagogique qu'on peut proposer aux apprenants. Et de ce fait, s'assurer aussi que ce qu'ils réalisent que toutes les informations qu'on l'on peut collecter avec des outils permettent une analyse de ces informations de manière à proposer un meilleur service et des meilleures séquences pédagogiques et s'adapter soit au niveau, soit à la progression qu'il a ou aux acquis qu'il a auparavant. Et je pose alors la question de l'analyse des traces des activités des étudiants, qui sont nombreuses, qui sont à corréler aussi avec des informations qu'on peut avoir dans nos systèmes d'information sur la réussite ou non à une épreuve, sur le nombre de fois où un étudiant a passé une épreuve, d'autres indicateurs que celles laissées sur les traces. Et ça, c'est un sujet qui est complexe et sur lequel l'IA peut apporter beaucoup. Mais qui n'est pas forcément, même si on travaille depuis un certain nombre d'années dessus, qui n'est pas complètement simple à résoudre. Il faut des datas, il faut suivre. Voilà, il faut des datas, mais il faut aussi pouvoir les regrouper, ces datas, qu'elles ne soient pas éparpillées dans les mains de plein de personnes différentes, qu'on puisse être en mesure d'en avoir suffisamment pour apprendre réellement quelque chose, qu'on puisse aussi les mobiliser de manière dynamique dans l'action pendant que les étudiants travaillent et pas forcément uniquement a posteriori. Et puis aussi être capable d'avoir, on parlait de retour de la part d'enseignants, mais d'avoir aussi en tant qu'enseignant des retours de l'activité étudiante sous la forme de tableaux de bord. Bon, ça fait très pilotage, mais c'est vrai également que… C'est ça l'avenir, hein, c'est un entrepôt de données. Ça permet d'avoir des indicateurs. Ben oui, voilà. Et la manière de les mettre en valeur, c'est d'informations. Et quelles informations sont à mettre en valeur? C'est des questions de fond sur lesquelles on a encore un peu on a des propositions, très bien, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et l'IA a beaucoup à faire sur ce volet-là.
Et il va sur des langues un peu compliquées. Pardonnez-moi si le terme n'est pas adapté, hein, parce que vous allez me dire, mais Gilbert, le tchèque, c'est très facile. Alors, à l'INALCO, on a l'habitude de traiter, de suivre des langues peut-être moins mainstream, on va dire. Et alors, est-ce que là aussi ça marche? Et est-ce qu'on peut collecter des datas? Et est-ce que finalement, on en a plus besoin pour ces spécificités ou finalement ça concerne tout le monde? Alors, En 3 minutes, hein, vous répondez, hein, évidemment, ma question, elle peut être. Le recueil des traces des activités des apprenants ou de leur production langagière, c'est un aspect, je pense, très, très important pour justement affiner les outils de traitement automatique, de l'intelligence artificielle. Et ça peut se faire dans n'importe quelle langue, mais dans les langues très compliquées comme le tchèque. Et après, j'ai envie de dire que vraiment l'IA, ça va s'installer, c'est clair, comme un outil indispensable. Ça va devenir comme une calculette ou la règle à calcul qui est déjà abandonnée. Mais il va falloir apprendre à s'en servir en tant qu'enseignant et en tant qu'apprenant. Et voilà, peu importe la langue qu'on apprend, je pense les publics futurs, les apprenants de langue seront toujours à la recherche des outils de ce type. Question pour vous tous, pardonnez-moi, Robin, et vous allez rentrer on va rentrer dans le vif, parce que vous savez que Robin, et si vous êtes avec nous sur ce webinaire, c'est qu'on adresse les décideurs de l'enseignement supérieur et la communauté éducative. Et il y a un problème ou un sujet dans l'éducation, c'est combien ça coûte. C'est vrai. Est-ce que c'est des investissements différents? Est-ce que, par exemple, Céline, dans sa direction de l'informatique ou direction des systèmes d'information, elle intègre une ligne complémentaire IA, ou ça fait partie d'une nouvelle stratégie, une nouvelle approche? Et est-ce que ça représente des investissements importants pour les établissements? Est-ce que la question est dirigée directement à moi ou à Céline, du coup pour répondre Non, directement? mais je vous passe la parole. De toute façon, vous aurez tous. Ok, moi je vais dire par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Donc, dans les outils qu'on peut recommander en fait, aux professeurs, il y a des outils qui restent gratuits et où les professeurs veulent qu'ils restent gratuits pour des raisons de budget pour l'ensemble des étudiants, évidemment dans leur pratique quotidienne, comme par exemple ChatGPT ou tous ces modèles-là. Évidemment, c'est pas des outils où on veut que absolument les séquences pédagogiques demandent aux élèves de payer un abonnement. Donc, dans ces pratiques-là, non. Après, nous, évidemment, on a un prix parce qu'on fait un service d'accompagnement des professeurs et l'intégration de l'outil. Et on essaie en fait de faire des plans pour l'ensemble du campus parce qu'on est autant intégré par des équipes de professeurs qui veulent vraiment l'intégrer dans les cours de manière hybride, et donc avec notre guide pédagogique et vraiment de la classe inversée. Mais on a aussi en fait des étudiants qui n'ont pas forcément cours de langue, ou en tout cas qui n'ont pas forcément de professeur de langue cette année-là, qui veulent l'utiliser de manière autonome. Du coup, on fait un accès pour l'ensemble du campus. Nous, le retour qu'on a actuellement, c'est que je veux dire, on est souvent en contact en fait par rapport aux services langue et des différents départements. Et donc, les besoins des professeurs sont assez clairs et on a beaucoup de demandes. C'est juste que c'est toujours des très petits budgets dans ces petits départements. Donc, l'ensemble des petits budgets arrive à pouvoir s'offrir en fait différents outils dont le nôtre. Mais c'est vrai que souvent, il y a toujours la demande des professeurs d'aller peut-être. La demande émerge pas forcément de Céline, mais plutôt des enseignants. Céline, vous confirmez? Tout à fait. Est-ce que c'est des investissements, et Laurent répondra également, parce que c'est vrai que j'imagine que vous êtes quand même au cœur de la tuyauterie, au cœur de la machine de ces sujets-là. Quand on investit, c'est pour des années. Quand on investit, ça mobilise des équipes. Quand on investit, ça change l'organisation, le cas échéant. Alors, comment vous voyez cette approche investissement? Alors, à la fois différemment et semblable aux investissements qu'on a pu avoir en préalable lorsqu'il a fallu décider de déployer des outils sur les CMS comme Moodle, ou faire des choix, par exemple, d'une solution pour la visioconférence ou d'autres. Donc, il y a à la fois quelque chose de semblable. On va travailler avec des entreprises qui proposent des solutions. Et lorsqu'il s'agit de solutions, comme on dit, sur étagère, on va étudier l'opportunité de déploiement à l'ensemble de la communauté ou à Alors, c'est cher ou une pas? équipe de pionniers. Pardon? C'est cher ou pas?
Bah, bien sûr que c'est cher, ça. Il y a forcément un. Alors après, tout dépend si on vise déjà des tests avec une composante ou un groupe restreint, ou si on a en général des possibilités dans la plupart des entreprises qui proposent des outils d'IA d'avoir des abonnements institutionnels avec un nombre de comptes proportionnel au nombre d'usagers qui sont soit le nombre d'enseignants, soit le nombre d'enseignants plus d'étudiants. Voilà, ça se négocie sur ce volet-là. Mais il est clair que les établissements pourront pas avoir tous les éventails des IA disponibles et qu'il y aura des choix et des arbitrages à faire parce que c'est vrai que ça se superpose à d'autres outils déjà nécessaires. Oui, on rappelle que ChatGPT, il y a une version payante. Hein. On rappelle. Oui, et on a déjà des demandes d'enseignants qui voudraient avoir des comptes payants ChatGPT pour pouvoir expérimenter un peu plus en profondeur et ça se conçoit voilà, ils ont des étudiants qui développent un usage et eux se heurtent à un abonnement pour pouvoir avoir éventuellement la même expérimentation. Alors, et se pose la question vraiment de est-ce qu'un compte institutionnel est nécessaire ou est-ce que voilà, c'est un groupe d'expérimentateurs qui vont investir ces abonnements. Ça dépend du coût, c'est clair. Bon, vous avez une bonne Donc, patience. il y a des questions aussi qu'on n'a peut-être pas évoquées. Pardon. Il y a aussi la question de. Pardon, je voulais juste dire que dans ces questions-là vont se poser aussi les questions un peu RGPD qui vont être voilà, où sont les données, à quoi vont-elles servir, est-ce que c'est en cohérence avec le reste de notre système? Ça va aider aussi dans la décision du coût. Je n'ai pas abordé à l'aspect éthique parce que ça sera une question, on l'abordera peut-être à la fin avant de poser les questions parce qu'il y en a plein. Laurent, même question pour vous. Est-ce que, alors, comme membre du CLES, vous savez ce que ça représente de mettre en place une évaluation nationale? Vous savez ce que ça représente d'avoir une vision, non pas par petits groupes, mais de passer à l'échelle, comme on dit. Ça veut dire que ça demande des investissements pour notre enseignement supérieur et les établissements devront consentir plus ou l'intégrer dans leur schéma directeur naturel? Alors, c'est une question très intéressante, mais vous me permettrez de rappeler une chose, c'est que l'intelligence artificielle, au départ, c'est fait par des scientifiques qui, dans notre pays, appartiennent au service public. Pour beaucoup, pour leur grande majorité. C'est-à-dire qu'avant d'envisager de payer des factures aux prestataires privés, si brillants et efficaces soient-ils, eh bien, il faut regarder ce que les personnes de cet ordre ont déjà produit. Et la plateforme DeepFleu dont je vous parlais, ainsi qu'un certain nombre d'autres outils qui sont aujourd'hui disponibles, restent gratuits. Là-dessus, donc ça veut dire que en termes d'investissement, pour l'instant, on peut très bien utiliser des choses à titre gratuit qui sont aussi limitées dans leur utilisation. Passer un certain seuil, ça pose problème. De toute façon. Maintenant, il va falloir effectivement que les établissements se posent cette question. Alors, il y a une inertie beaucoup plus grande dans les services publics pour mettre en place, pour aller vers ce type de financement. C'est toujours très cher de toute façon quand on fait appel à des prestataires qui ont une compétence et qui ont travaillé en amont, qui ont investi. Ce que nous propose Robin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, il a bossé chez Jeune Homme, hein, je vous le dis. C'est normal. Alors lui, je ne sais pas personnellement, mais ses équipes sans doute. Et à partir de là, eh bien, c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement, tout simplement. Et encore une fois, il y a des choses qui sont faites par le service public et qui peuvent être tout à fait réglées. La question que vous posiez aussi sous-jacente, c'est est-ce que les établissements vont aller vers ce type d'investissement? Moi, je crois que dans quelques mois, dans quelques années, clairement, ils n'auront plus le choix. Et que c'est comme, souvenez-vous, Zoom, etc. C'est finalement par la pratique et par la base que Zoom s'est imposé dans les établissements supérieurs. En période de Covid, personne n'y avait pensé, personne ne le souhaitait. On n'a pas eu le choix. Donc ça fait partie, je pense, de la même dynamique.
On n'avait pas l'usage, hein. Moi, j'avoue que Ah je ben vous ai... oui, bien sûr. Et ça a changé plein de choses de façon tellement positive, avec des atouts pédagogiques très bien, pour suivre des étudiants qui sont en master, pour faire des mémoires, etc., en séminaire, chacun partage son écran. C'est beaucoup mieux qu'en salle de classe. Je pense que je vais avoir des mails d'insultes en disant ça, mais c'est beaucoup mieux qu'un... C'est pas grave, je l'ai vérifié moi-même. Donc bon, mais c'est beaucoup mieux, si vous voulez, que dans une salle de classe où on passe dans les rangs, où pas tout le monde entend tout ce qui se passe. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il y a des utilisations possibles, des bonnes pratiques. Certains collègues sont toujours réfractaires à ça. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi pour montrer quelle est la plus-value. Mais une fois qu'on aura mis sur la table les bonnes pratiques de ce qu'on peut faire et pas faire, de comment accompagner les personnes, clairement, on pourra tout à fait intégrer ces outils et ce sera très clairement un plus. Allez, on continue notre tour de table avant de prendre les questions. Nora, vous consentez, est-ce que vous avez, vous, de l'autonomie d'ailleurs pour prendre telle ou telle solution, ou ça fait partie d'une stratégie digitale du groupe? Oui, en fait, oui, à Paris School of Business, ça fait partie des stratégies de l'école d'intégrer l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça, en fait, que nous commençons par la formation et l'accompagnement des enseignants dans ces sens. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore décidé d'outils lesquels on va utiliser, mais on a fait... On est dans la réflexion parce qu'on a fait, par exemple, avec l'UPLGES en janvier, une journée d'études sur le métaverse. Donc, on se pose beaucoup de questions et je pense que c'est déjà très bien de réfléchir, en fait, à ça avant de prendre une décision. Mais oui, effectivement, ça fait partie de la stratégie. On sait bien que ça a un coût, mais qu'il faut l'assumer. Il faut l'assumer. De toute façon, on n'a pas le choix, ce qu'a dit Laurent. Il l'a dit avec beaucoup de sérieux, donc je me suis dit, il doit avoir raison, ce monsieur, vu le côté solennel de la... Alors, vous n'avez pas le choix, Ivan, hein, vous avez compris. Hein. Tout à fait, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que Laurent, il a, selon moi, tout à fait raison. On n'aura plus le choix bientôt, comme on n'a pas eu le choix, ou on le voit aujourd'hui comme quelque chose de tout à fait naturel, pouvoir payer une équipe qui s'occupe du LMS, de pouvoir d'avoir une solution de visioconférence aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a une dynamique, et ça a aussi été dit, il faut que ça soit du bottom-up. C'est ce qui a marché chez nous pour l'hybridation des formations, pour la proposition des diplômes à distance, dans l'intégration du numérique dans les enseignements. Il faut que ça vienne des enseignants, des gens sur le terrain, ceux qui pratiquent et qui viennent avec leurs propres initiatives et que la gouvernance, le pilotage des établissements soit à leur écoute et qu'ils puissent éventuellement les soutenir aussi à l'aide des aides financières qui nous viennent de nos tutelles. Donc, plutôt que d'être dans une logique qui ne marche pas, de vouloir imposer des choses, on le sait très bien dans l'enseignement supérieur, c'est pas ce qui va marcher. C'est de soutenir justement les initiatives personnelles et c'est en train on a eu très peu de temps aujourd'hui, donc j'aurais du mal à vous énumérer des initiatives des collègues qui utilisent l'IA dans leur enseignement. Pour l'instant, j'ai pas entendu parler de quelque chose qui serait vraiment d'un projet sérieux. Mais ça va venir d'ici quelques mois. Me semble-t-il, c'est que dans la compétition mondiale, il faudra bien s'appuyer sur les outils les plus performants. J'imagine. On a Violetta qui participe beaucoup et je la remercie. Hein. Je crois qu'elle est de l'ESSEC. Vous savez, c'est une grande école de commerce. Je pense que non seulement les enseignants doivent intégrer l'intelligence artificielle, mais les classes de langue doivent évoluer, proposer des cours qui intègrent non seulement le savoir, hein, tout simplement, mais aussi plus que jamais le savoir-être. Donc c'est vrai que ça nécessite de se mettre en situation, j'imagine, pour Violetta apprendre une langue, c'est devenir une personne multilingue qui signifie non seulement savoir parler plusieurs langues, mais aussi savoir s'adapter, mais oui, à différents milieux. Violetta, vous continuez. Je pense qu'avec le déploiement de l'IA, les professeurs de langue doivent se concentrer sur ce qui distingue l'être humain du robot. Évidemment, c'est évidemment leur donner du temps. Vous êtes tous d'accord, c'est évidemment le libérer. Mais je l'ai dit dès le début, faire gagner du temps essentiellement et se recentrer sur le métier. En fait, hein, c'est ça qu'on attend aussi de l'IA. Ah, ne faut-il pas, alors Thierry Danquigny, ne faut-il pas davantage utiliser l'IA pour apprendre des langues en primaire et secondaire pour soutenir et alléger l'enseignant des langues dans le supérieur? Je ne sais pas quoi en penser. Hein. Personne n'a d'idée sur cette question.
c'est très large. J'aurais peut-être une petite remarque. Il n'y a pas que les grandes langues, mais il y a des formations en langue pour les spécialistes, comme nous le faisons à l'INALCO, pour les spécialistes des aires culturelles, linguistiques concernées. Donc, c'est là où la question ne se poserait pas. Mais effectivement, je pense que la remarque est pertinente, ouais, sur l'importance de l'enseignement. La question nous venait de Lille, de l'Université de Lille. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre expérience en matière de différenciation des parcours pédagogiques? Qui veut répondre? Parce que c'est un peu pouvoir spécifier chaque parcours. Qui peut répondre à cette question? Mais si vous comptez sur moi, on va pas aller loin, je vous le dis tout de Non, mais suite. du coup, au sein d'un établissement ou au sein Moi, je voulais des d'un questions, cours d'anglais? Robin. Je voulais des Oui, questions, super, moi. hein, si la personne peut répondre. Non, mais Après, je pense qu'il s'agit simplement comment utiliser les data et la technologie pour spécifier ouais. chaque parcours et chaque étudiant dans sa spécificité, enfin dans son niveau, j'imagine, ou dans son apprentissage. Aujourd'hui, moi, dans ce que je vois dans la différenciation, il y a plusieurs niveaux. J'ai rarement vu en fait de cas où en fait on avait beaucoup de données sur toutes les interactions de formation des étudiants et du coup sur lesquels on pouvait agir là-dessus. D'un niveau très macro, j'ai jamais vu ça encore aujourd'hui parce que c'est trop complexe. Et puis la donnée quantitative n'explique pas tout, surtout en langue. Nous, plutôt à niveau micro, de notre côté, sur ce qu'on fait, sur la différenciation, ça arrive sur deux niveaux. Donc, il y a la différenciation sur la manière dont une IA peut vraiment donner un feedback personnalisé de manière individuelle. Là, on va déjà différencier sur base des erreurs que la personne a fait. Et donc, c'est déjà une certaine différenciation. Et puis, dans les parcours qu'on propose, le but, c'est de différencier un maximum sur le contenu qui est le plus pertinent pour les étudiants. C'est encore un autre niveau. Mais évidemment, là, je ne parle pas en tant qu'établissement. Je parle autant des contenus qu'on peut retrouver dans un outil pédagogique. Je pense qu'on peut tracer peut-être avec des petits tests ou des choses comme ça. Alors, Alice Kern de l'AMU, il y a peut-être un enseignant pertinent pour s'adapter au niveau de l'étudiant pour l'aider à apprendre. Que font les enseignants pour favoriser cet aspect? Je crois que c'est un outil, hein, si je comprends bien. Si quelqu'un veut. Oui, Laurent. Oui, c'est un outil et je crois qu'il faut considérer que ça n'est qu'un outil. C'est-à-dire que si on pouvait apprendre, enfin je suis normalement professeur d'anglais, si on pouvait apprendre une langue étrangère en étant derrière un écran, je pense qu'Yvan sera d'accord avec moi, quel que soit le degré de conceptualisation de ce qu'on a en face de nous, il est clair que ça ne fera pas tout le boulot. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que pratiquer une langue étrangère? Il faut quand même revenir à ça. Qu'est-ce que c'est que pratiquer une langue étrangère? S'adapter à ses interlocuteurs et pas un seul. Quand on est en phase de ChatGPT, c'est du one-to-one. Donc moi, j'ai pas mal de réunions dans ma vie où quand je vais faire mes courses au supermarché, où je parle à 2-3 personnes à chaque fois. Donc comment s'adapter? Comment mettre en place ce genre de choses? Ça fait partie, on va dire, des performances qu'on essaie d'évaluer dans le CLES d'ailleurs. Comment on s'adapte dans l'interaction sociale, parce qu'on est quand même des êtres sociaux, hein, dans notre façon d'être, de vivre, dans notre environnement socioculturel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, que la machine peine encore à faire. Il y a soi-disant des choses, oui, sur l'empathie, etc. Mais c'est très, très artificiel. Donc, ce ne sont que des outils. Et des outils qui peuvent aider. On est bien d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Apprendre une langue ne consiste pas à emmagasiner des savoirs grammaticaux, lexicaux, culturels. Et comme on le signale, donc, Mondada et Perakek, il disait que l'acquisition d'une langue, c'est un processus socio-cognitif, ancré dans l'emploi instrumental de la langue au sein des interactions entre les êtres humains. Et donc, évidemment qu'on peut faire de la différenciation pédagogique grâce à l'intelligence artificielle parce qu'on peut détecter, par exemple, les problèmes des prononciation, les fautes d'orthographe, des choses comme ça. Mais le tout de la langue, c'est l'interaction avec le groupe et l'enseignant. Sinon, tout le monde serait polyglotte. Bah oui, ce serait formidable. It would be a wonderful world. Une remarque. Oui, il faut faire attention. Thierry Durkin nous disait attention, l'IA, ça change tout le temps. Il faut suivre ce qui vient. Et c'est ça que je crois que c'est aussi un des problèmes, hein, comme je vous l'ai dit, ChatGPT. On en est déjà à la 4e version, vous vous rendez compte?
ça n'a même pas un an. Et puis, je peux ajouter quelque chose sur justement, nous sommes dans un monde, une transformation permanente. Et donc, justement, si on peut parler du rôle de l'enseignant un instant, le rôle de l'enseignant, c'est aussi apprendre à se réinventer en permanence et aider les étudiants à faire du même, en fait. Et pour justement, comme je ne sais pas si vous avez lu, mais les Yuval Noah Harari qui disait dans un livre des 21 leçons pour le 20e siècle, c'est la plupart des choses que nous apprenons aujourd'hui sont inutiles en 2050. Donc, c'est l'enseignant qui va créer aussi les conditions pour aider les étudiants à apprendre et à développer les capacités d'échanger tout au long de la vie, d'être curieux, informé et surtout le cultiver en permanence aussi. José Aguilar à Sorbonne, j'ai cru comprendre que le vif du sujet, entre guillemets, correspond au coût de l'implémentation. J'ai pas compris, hein. Mais si quelqu'un, c'est certainement un critère, mais peut-être pas le premier ou le plus important point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un comprend la question? Parce que j'ai peur de mal. Céline? Est-ce que c'est une question de mise en œuvre? Alors, je sais pas, peut-être que mon interprétation est biaisée, mais l'implémentation des outils d'IA dans les institutions et dans les pratiques à la fois des enseignants et des étudiants, j'imagine. Non, c'est peut-être pas ça, c'est certainement pas le premier critère. Le premier critère, c'est la pertinence et pas son coût. Mais cette pertinence, elle est forcément corrélée à un coût. On peut avoir des choses très pertinentes et j'ai vu des choses très pertinentes, mais voilà, on n'a pas forcément les moyens de se les payer ou ce sera au détriment d'autres choses. Et donc, c'est toujours une question de choix et d'arbitrage. Et c'est vrai que quand c'est porté par une approche bottom-up, forcément, le déploiement de plus en plus facilement et le coût passe bien en arrière de la décision. Mais il est vrai qu'à un moment, on a des choses très bien, mais qui ne n'ont pas forcément les financements ne suivent pas. C'est surtout que ça rebondit aussi à la remarque de Thierry, ça change tout le temps et ça évolue tout le temps. Donc, le temps qu'on définisse des stratégies d'implantation de nouveaux outils, parce que bon, vous l'avez dit, Gilbert, il y a aussi tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Il faut former les personnes à ces usages et créer des supports d'accompagnement et créer des événements dans lesquels on promeut ces outils et on promeut les retours d'expérience d'enseignants sur ces outils. Et voilà, si à chaque fois qu'on a développé un usage dans une institution, il y a quelque chose qui vient balayer par une nouveauté écrasante les outils qu'on a mis en place, voilà, le coût, il est double quelque part d'une certaine manière. Donc, on est toujours un peu prudent sur les investissements dans des choses qui bougent beaucoup techniquement. Voilà. Surtout que les universités, l'État veut leur prendre leur fonds de roulement, comme vous le savez. Donc, il y a on en a trop. Robin, j'avance, je suis désolé, parce que là, du coup, le temps passe. On pourrait aussi avoir des IA réservées aux enseignants hors cours ou pendant les cours avec des fonctions réduites pour les étudiants. Il est possible de customiser l'IA et de l'adapter en fonction de la séquence, Robin? Pour les enseignants. Ça dépend dans quelle cas pratique on parle. Dans notre cas, c'est différent parce que c'est surtout une IA qui est pour les étudiants et pour leurs pratiques quotidiennes sur leurs erreurs. Après, sur les modèles de langage, je suppose que oui, il y a certaines alternatives qui pourraient donner en fait, oui, plus de choix de liberté qui sont conçus pour les professeurs. Et si on arrive à créer justement une intégration de ces IA plutôt comme ChatGPT conversationnel vraiment pour des objectifs précis d'apprentissage de langue, oui, il y a moyen de pouvoir contrôler une manière dont c'est utilisé. Mais je veux dire, les usages, des étudiants, on ne peut pas les contrôler totalement non plus. Hein. Ils peuvent faire énormément de choses en dehors. Donc, je pense que c'est surtout, il faut avoir une transparence et une honnêteté intellectuelle des étudiants, d'un côté. Oui, c'est ça. Comme on a discuté avec le type de charte d'utilisation qui peut être mis en place. Donc ça, c'est quelque chose surtout lié à l'évaluation. Et puis du côté des enseignants, je pense qu'il doit avoir comme vous avez dit, un peu une posture de curiosité. Et je pense que les professeurs de langue ont toujours été très curieux des médias de manière générale. Et donc ça continue là-dessus, de pouvoir en fait adapter certaines séquences de travail avec les étudiants et donc de contrôler en fait certaines parties de ces séquences et de donner du coup plus une liberté
avec un assistant IA sur certaines parties de cette séquence. Allez, Nous, on enchaîne. c'est ce qu'on voit dans, en tout cas, les fiches pratiques qu'on a, c'est la question de contrôle, en fait, qui revient assez souvent, oui. Alors, Michael Kouklakis, il est de l'ESSEC lui aussi. ChatGPT manie des concepts tels que l'empathie et la compassion sans comprendre réellement ce qu'il raconte, car il n'a pas de sentience. Alors, je ne connaissais pas ce mot sentience, et pendant que vous parliez, j'ai été chercher sentience pour un être vivant capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Comme ça, j'ai brillé auprès de notre communauté. Maintenant, je sais ce qu'est la science, et vous aussi peut-être, mais je suis convaincu que tout le monde le savait déjà. C'est vrai que l'IA, c'est pas une réflexion, c'est on superpose et on calque des définitions d'où on sort un résultat, mais il n'y a pas de réflexion telle qu'on peut l'imaginer chez l'être humain. Donc c'est pour ça que le prof est encore là. Certaines institutions bloquent l'achat de licences ChatGPT pour des raisons RGPD. Est-ce un vrai souci? Ça pose un problème les universités, Céline? Oui, Et ça non. pose un problème parce que en fait, avoir, admettons, un compte institutionnel, c'est donner toutes les informations liées à tous les usagers de notre système d'information. Donc, à un propriétaire dont on ne connaît pas l'usage. Et c'est aussi donner les traces pédagogiques de toutes les interactions des gens de cette institution. Après, c'est peut-être se cacher derrière son petit doigt si chacun développe sa propre pratique individuelle en dehors de l'institution, mais pour autant, on peut pas faire un chèque en blanc sans regarder ce qui va être fait des données à la fois des enseignants et des étudiants. Et puis, il faut quand même aussi se dire que voilà, faut avoir un petit peu d'honnêteté. Il y a de la valeur aussi dans tout ce qu'on communique à ChatGPT les uns et les autres. Et bah, Ben regardez, c'est valeur, très symptomatique. elle mériterait peut-être de ne pas être complètement Ben regardez, c'est très symptomatique dans quand les mains oui, bien d'une sûr. seule institution. Bien sûr, c'est très symptomatique quand les scénaristes à Hollywood ont fait grève. En fait, le scénario proposé par ChatGPT était une ressucée des scénarios qu'ils avaient écrits avant et des scénarios qui existaient déjà. Donc, c'est aussi ça l'idée derrière en creux, c'est que ça vient bien de quelque part tout ça. On refait le monde, hein, vous avez vu, c'est fabuleux. Ouais, mais disons c'est vrai qu'il y a des critères sur les partenaires qu'on décide avec lesquels on décide de travailler. Je veux dire, il y a des critères surtout on n'a pas parlé d'EdTech France, mais EdTech France a pas mal de partenaires qui peuvent être intégrés et qui peuvent avoir des directions éthiques sur la manière dont ils construisent leur outil. Pour moi, je pense que c'est pas pour moi, mais pour pas mal de gens, évidemment, il y a certains critères à pouvoir valider avant l'intégration de ces outils, que ce soit le côté bottom-up où les professeurs le demandent, mais c'est aussi de pouvoir monter patte blanche et transparence sur comment a été construit l'outil, l'efficacité de l'outil, quelles sont les pistes en fait qui ont été réalisées par l'entreprise pour prouver aussi scientifiquement que certains outils valent la peine. D'ailleurs, nous, on a publié à Eurocall récemment là-dessus, parce que je pense qu'en tant que concepteur, c'est aussi important de travailler avec des chercheurs sur l'efficacité pédagogique des outils. Et puis, évidemment, sur le côté technique de ce qu'on fait des données, ça doit être assez clair. Je veux dire, les demandes qui viennent des institutions publiques ou privées doivent être alignées dans la roadmap produit des concepteurs. Donc, voilà. Nous, on parle beaucoup de ChatGPT. Est-ce qu'il y a d'autres IA phares, des applications phares? C'est ce que pose, il y a celle que proposait Robin. Mais est-ce qu'il y a d'autres applications? C'est ce que Thierry nous pose comme question. Claude aussi. J'en avais un petit peu parlé. En fait, avec le deep learning, on peut faire. Il n'y a pas que ChatGPT, bien sûr, et avec l'apprentissage comme ça, l'auto-apprentissage, on va dire, avec le deep learning, on peut faire des choses tout à fait intéressantes qui, pour le coup, sont un petit peu décalées par rapport à la formation. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite utilisable, mais ce sont des outils qui sont très efficaces pour les enseignants notamment et qui permettent de dire si tel élément correspond à telle catégorie d'éléments. Et là, on peut aller très vite. En langue, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les niveaux du CECR, vous le savez, B1, B2, C1, C2, etc. Il faut savoir que le niveau B1 en France est requis pour obtenir la nationalité française. Donc, il y a une valeur très institutionnelle à ça, en français, hein, bien sûr. Donc, savoir identifier, si vous voulez, des formations à un niveau donné de façon précise, c'est quelque chose d'assez intéressant. Une autre chose que je voulais dire tout à l'heure, mais qui est, je crois, pertinente pour l'ensemble de ce qu'on discute. Je crois que la première des choses à se demander, c'est quelle est, en fait,
ce que souhaite l'institution, ce que souhaite l'enseignement supérieur avec ces outils. Je me souviens d'un collègue qui était Nicolas Guichon, qui avait dit de Lyon 2, grand didacticien, qui avait dit un jour à propos des nouvelles technologies, vous voulez en parler Gilbert, nous n'avons pas à être à la remorque du dernier joujou qui vient de sortir pour s'adapter à ça. Et quelque part, là, on est quand même un peu en train de se poser cette question. Donc, l'idée, c'est globalement, au niveau de l'institution, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Comment est-ce qu'on veut l'intégrer à nos cursus, à nos formations d'enseignants, à nos formations d'étudiants, avant de se demander si tel nouveau truc qui va sortir dans 15 jours va pas modifier la donne. Je pense qu'il faut une réflexion de fond et une réflexion très, très globale au niveau de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est plutôt au ministère de le faire. Même si le bottom-up, Yvan, je suis tout à fait d'accord, même si il vaudrait mieux peut-être d'ailleurs, je reviens sur ce que je viens de dire, que les institutions fassent des propositions et fassent émerger des choses en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est indispensable. Laurent, vous avez répondu à Pascal Elbaz qui demandait des liens vers des sites gratuits. Hein, vous lui répondrez direct parce que y aura-t-il des métiers impactés par les IA en langue et donc une évolution corrélative des enseignements indépendamment du plaisir que l'on peut l'avoir pour apprendre les langues? C'est quoi? Est-ce que votre métier va changer? Pardon. Allez-y, Nora, allez-y. Non, mais je pense qu'évidemment, le métier va changer et que justement, pour citer, c'est Cristina Aranda qui est la fondatrice de Mujeres Tech. Lors d'une conférence, elle disait justement que les IA nous offrent la possibilité d'entrer dans une période de réflexion à nous enseignants, car c'est l'enseignement qui est beaucoup plus impacté et que c'est justement c'est l'opportunité qui nous donne, c'est de changer notre façon d'enseigner et d'apprendre. Et donc, et plus que connaître l'outil, de s'arrêter dans la maîtrise de l'outil, c'est surtout comment gérer la relation homme-intelligence artificielle. Et dans cette relation, il faut être capable, en fait, de prendre des décisions éthiques. Vous parlez tout à l'heure, Gilbert, donc l'éthique, de prendre des décisions éthiques, apprendre aux étudiants de prendre des décisions éthiques, aussi de travailler en transversalité, c'est-à-dire intégrer les plusieurs disciplines, et puis être capable aussi à travailler efficacement en équipe avec les autres, ce qui entraîne justement comprendre la communication, la collaboration, la résolution des conflits, la capacité de travailler avec les autres. Donc oui, je pense qu'il y a une modification de notre façon d'enseigner et surtout les langues qui sont un peu à part des autres. Donc on va devoir travailler ensemble avec les autres. D'accord, mais ce ne sera pas un informaticien qui viendra apprendre les langues, hein, ce sera quand même des profs de langue. J'entends, on n'a pas le choix en France, la France, l'Europe, l'Occident ne sont pas des seuls contextes éducatifs dans la planète. Quid de la paire implémentation de l'IA dans l'éducation et justice sociale et équité? Ouah. Donc c'est un sujet qui nous emmène très loin et qui a sa place évidemment, parce qu'évidemment. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas plus de justice avec des nouveaux outils qui sont plus fluides, plus simples, moins chers? Je sais pas. Je soumets la question. Robin. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a plusieurs choses par rapport à ça dans le sens où il y a clairement des spécialistes sur l'IA et sur l'éducation qui ont vraiment alerté sur le risque que justement ça aggrave les inégalités au niveau éducatif. Donc là, on ne parle pas forcément que de l'enseignement supérieur, on parle de l'éducation de manière générale. En fait, et c'est même pas lié que à l'éducation, c'est lié à plusieurs industries. Il y a des personnes qui ont accès à des outils qui vont faire d'autres choses que ceux qui n'ont pas accès à ces outils-là. Il y a pas mal et du coup, oui, ça peut permettre d'aggraver encore cette différence entre ces gens qui n'auront pas accès. Et donc, l'équité et l'accessibilité, elle est ultra importante dans le type d'outils. Alors, je dirais qu'il y a quand même des acteurs qui ont un très très gros impact au niveau des outils utilisés. Hein. Si on prend Duolingo qui a été cité tout à l'heure, leur mission c'est de donner justement un outil qui est gratuit de tous pour vraiment justement avoir une utilisation par tout le monde de l'information. Après, pas forcément en travail avec les professeurs justement, mais plus juste avoir des connaissances qui sont accessibles gratuitement. Dans le côté des IA, il faut en fait questionner plus les entreprises qui développent leurs propres IA, je pense, pour voir quelles sont leurs pistes en fait pour pouvoir
donner une accessibilité différente, en fait, que ce soit si on travaille dans le scolaire, dans le supérieur, dans la formation professionnelle. Concrètement, nous, on investit oui, plusieurs années de recherche et développement dans ces outils. Et notre mission principale, c'est d'avoir un impact le plus large possible au niveau des apprenants. Donc, évidemment, l'accessibilité est totalement différente par rapport au scolaire, par rapport au supérieur et par rapport à la formation professionnelle. Après, une entreprise qui a des centaines de milliers d'employés comparé à nous, on est une dizaine d'employés, on n'a pas la même manière de proposer des services gratuits totalement larges. Et donc voilà, on est en train de se construire parce que ce sont des nouvelles technologies. Et puis, et parce que aussi, il y a des critères à respecter dans l'efficacité et dans la manière dont c'est mis en place. Mais donc oui, il y a deux niveaux là-dessus. Il y a vraiment des gros acteurs et puis il y a les nouveaux acteurs qui d'ailleurs, émergent. je précise que la filière française au sein d'EdTech France est très pertinente et très performante. Donc, on peut se dire qu'on est pas mal du tout. Hein. D'ailleurs, beaucoup de nos spécialistes, jeunes ingénieurs et docteurs, finissent chez les leaders du web et je le déplore. Mais bon, ça veut dire qu'on a plutôt une bonne école. Mais comme d'habitude, on ne sait peut-être pas garder tous nos talents, hélas. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah voilà. Hein. Pardon, Laurent, allez-y. Oui, très rapidement, Robin, envers une piste très intéressante, une idée bien sûr, et moi je pense que c'est plutôt un atout de travailler avec des petits acteurs et des entreprises à taille humaine, justement, paradoxe, pour l'intelligence artificielle. Pourquoi? J'ai déjà eu une expérience à ce niveau avec un certain nombre de prestataires de formation. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir travailler en collaboration sur sur la formation sur le terrain dans l'enseignement supérieur et bien sûr les entreprises, voire les petites entreprises innovantes et très performantes, vous l'avez dit Gilbert, on est très performant en France en intelligence artificielle. Enfin, il y a des équipes de recherche qui sont tout à fait en pointe au niveau national et local. Donc ça, c'est quand même au niveau mondial, hein, on est bien d'accord. Donc sur le deep learning notamment. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et l'idée, c'est de travailler en collaboration, prestataires de formation sur le terrain à l'université et bien sûr, entreprises qui développent des solutions. Pourquoi pas conventionner à large échelle? Pourquoi pas imaginer des collaborations sur le long terme? Vous savez que sur les projets de recherche type ANR, etc., maintenant, il y a énormément de demandes de mise en place de prestataires privés qui font partie évidemment du réseau pour l'Agence nationale de la recherche, c'est ce type de projet. Donc, je pense que c'est vers là qu'il faut aller plutôt que de travailler sur qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut prendre. Construisons-le ensemble. Ça me paraît être une idée très importante pour l'avenir. Surtout que la question pédagogique est très complexe, du coup, c'est très interdisciplinaire. Et enfin, nous, on l'a vu, on a commencé dans un labo de recherche en Belgique et c'est clairement. Enfin, il faut travailler avec plusieurs corps métiers, en fait, sinon, c'est juste pas possible de trouver la bonne solution. François qui posé une question, il est de l'université de Bouaké. Bouaké, tout le monde sait, c'était en Côte d'Ivoire. Et il parlait de la triche. Alors Laurent a répondu parce que Francine disait personne ne répond à ma question. Mais si évidemment que c'est compliqué, mais on demande de vérifier si c'est un texte ChatGPT. On le demande à ChatGPT. c'est le risque, c'est qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre le sujet en fait pour la triche. Il y a le 0GPT, hein, il y a l'application qui vient de sortir, enfin qui est sortie. D'accord. Pour vérifier si le texte a été écrit par l'intelligence artificielle. Laura, il y a l'application qui vient de sortir il y a très longtemps, depuis un mois, vous savez, l'échelle de temps. L'échelle de temps avec l'IA, c'est le mois, la semaine. Ouais. Bon, c'est pas mal pour détecter la triche. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que moi j'ai constaté et je sais pas si c'est partagé par vous, un changement de paradigme de beaucoup de collègues. De fait, existence au grand public, ils ont repositionné les devoirs demandés aux étudiants et les activités, remis de l'oral au centre des apprentissages, et pas que pour l'apprentissage des langues, hein, c'est assez partagé, et les devoirs maison se sont trouvés un peu restreints, ou des devoirs où on sait pertinemment que l'aide de ChatGPT va être très limitée, de manière à aussi moi ce qu'on commence à dire, c'est puisqu'ils ont cette aide, les exigences vont pas être les mêmes sur le résultat qu'on attend. Elles vont pas se poser sur les mêmes
compétences ou les mêmes éléments dans la copie rendue. Mais bon, il a bien fallu s'adapter. Effectivement, vous l'avez dit, novembre, il y avait pas mal de gens qui avaient déjà prévu leur modalité d'évaluation et qui se sont fait un petit peu coiffer au poteau par l'apparition soudaine. Il y a Emmanuel Kermagoret de l'IUT Ville d'Avray qui dit « Je ne demande plus de devoirs à la maison ». Mais juste pour rebondir un peu sur ce que dit Céline et répondre à la question de l'évaluation, effectivement, l'évaluation aussi doit changer. C'est-à-dire que l'évaluation open book, on peut faire confiance maintenant, les étudiants, ils vont se servir des ChatGPT, il faut qu'ils sachent en fait se servir, mais en fait, l'évaluation doit changer. On peut pas, on doit travailler sur les critères en fait. En sachant qu'ils peuvent se servir de ces outils. Donc, c'est l'évaluation qui doit changer, effectivement. Ben oui. Mais nous, on n'a pas changé, on est toujours les mêmes. Vous n'avez pas changé, comme disait l'autre. Merci beaucoup, 12h19. Mais quel succès, Robin, mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez de Magic Touch pour organiser des webinaires. On recommencera, parce que en plus, ce qui est bien sur l'IA, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on aura toujours des choses à dire. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors, on parlera peut-être pas que des langues. C'est très intéressant parce qu'on avait les premiers messages étaient en anglais. Ça veut dire vraiment on était dans un contexte international. Pas en tchèque, Yvan, je suis désolé, mais peut-être la prochaine fois. Comment on dit au revoir en tchèque? Au revoir en tchèque, c'est Nashledanou. Voilà. Ben voilà, le mot de la fin vous appartient. Merci. Je prendrai pas le risque. Robin, on donne rendez-vous, vous m'avez dit. J'ai un petit rendez-vous à donner. Oui, tout à fait. Donc ici, je vais envoyer aussi un condensé d'une présentation, en tout cas d'un atelier qu'on a sur l'IA avec quelques fiches pratiques. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous ne la recevez pas, mais alors moi je l'enverrai aux participants. Et aussi, il y a un autre webinaire qu'on organise le 7 novembre. Mais là, qui est du coup tourné vers les professeurs et la pratique concrète de certaines IA. Donc j'enverrai aussi ces informations-là par la suite. Bye bye, thanks a lot. C'est ce que nous dit Kavita. Merci beaucoup, nous dit Michael. Mais c'est la fête, vraiment les profs de langue, j'adore, parce que merci beaucoup. À très bientôt. On nous dit même que ça mériterait de faire l'objet d'un colloque international. Bah oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord et je serais ravi de venir l'animer. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup.